Bien, je crois que comme nous sommes dans le mois de janvier et que janvier est consacré aux vœux, je vais commencer d'abord par les vœux. Et donc dire bonne et heureuse année à Mme Bamba Masseni ici présente, à mon nomo, puisque moi je m'appelle Blanc, lui il s'appelle Abdon. Donc c'est mon nomo et mon compagnon de toujours dans cette lutte qui a commencé il y a bien longtemps et qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Mais aussi, bonne et heureuse année au camarade Le Bognon qui vient d'être investi. Et je dirais aussi bonne et heureuse année aux représentants du PDCI qui est ici présent, aux délégués venus de l'extérieur, aussi aux amis africains qui se battent pour le panafricanisme, mais aussi sans oublier les progressistes européens représentés par le parti des travailleurs et aussi les Verts, et tous les militants et les militantes du PDCI dans cette salle. Mais au-delà de cette salle, je dois aussi adresser, comme je ne suis pas encore arrivé en Côte d'Ivoire depuis décembre, je n'ai pas eu l'occasion officiellement de présenter mes vœux aussi au camarade Laurent Gbagbo, qui est le président du PPDCI, à tous les leaders de la gauche ivoirienne, à tous les leaders de l'opposition, mais sans aussi oublier notre cher président, le président Alassane Ouattara, qui a placé l'année 2023 sous le signe de la jeunesse. Et donc, je lui souhaite aussi bonne et heureuse année. Et comme c'est l'année de la jeunesse, je me permettrai, à travers ce micro, de lui adresser quelques doléances, comme on le dit chez nous, étant donné que 45 docteurs, donc jeunes docteurs, ont été condamnés en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne pour excès de diplômes. Parce que pas de... C'est des docteurs, c'est-à-dire des gens qui ont atteint le sommet de la connaissance. Et un docteur, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a résolu un problème de société. C'est on lui décerne le titre de docteur. Et donc, il est à même de mettre en pratique sa connaissance pour régler les problèmes dont il a eu la maîtrise à travers sa thèse de doctorat. Et donc, ces 45 docteurs-là, pour un pays en voie de développement, sont au chômage. Ils ont tout simplement manifesté pour qu'ils soient intégrés dans la société et pour qu'ils mettent leur savoir et leur savoir-faire au service de leur pays. Ils ont été arrêtés, jugés et condamnés. Et donc je souhaite tout simplement que, eh bien, ils soient réhabilités et comme c'est l'année de la jeunesse, qu'ils soient intégrés pour qu'ils mettent au profit de la Côte d'Ivoire et du continent leur savoir et leur savoir-faire. Mais en même temps, nous avons aussi des jeunes officiers qui ont fait, je dirais, les plus grandes écoles militaires, Saint-Cyr, etc., du monde. Et au moment où la Côte d'Ivoire a à sa porte les djihadistes, il est bon que toutes ces expertises-là se mettent à la disposition de notre pays et aussi de notre continent. Mais beaucoup sont encore en prison. D'autres sont en exil parce qu'ils ne peuvent pas aller, craignant aussi d'être en prison. Et ces jeunes officiers-là, qui sont diplômés, qui ont l'expertise avérée, nous souhaitons qu'ils soient tout simplement libérés et que ceux qui sont en exil rentrent en Côte d'Ivoire pour mettre leur savoir et leur savoir-faire au service de la défense et de la sécurité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Nous avons aussi une jeune dame qui est experte, l'une des plus grandes expertes en environnement, qui est aujourd'hui en prison. Elle a été mon employée, donc je la connais très bien. C'est elle qui faisait pratiquement toutes les études d'impact environnemental dans les pays
où le Bureau national d'études techniques et de développement avait une mission d'études d'impact environnemental. Donc c'est une grande expertise et qui a été tout simplement licenciée de son emploi, condamnée, et elle se retrouve en prison. Au moment où le monde entier fait face au problème du changement climatique, cette jeune dame-là, au nom de l'année 2023 décrétée comme année de la jeunesse, que cette jeune dame puisse aussi sortir de la prison et mettre son savoir et son savoir-faire au service de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde, parce que nous avons besoin de cerveau pour faire face au changement climatique. Mais j'aimerais aussi adresser des doléances au nom d'une jeunesse qui est complètement désespérée, dans la mesure où on constate que ces derniers temps, il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants qui se suicident. Et donc ce phénomène-là est la preuve que les élèves et les étudiants ne voient pas devant eux d'horizon d'espoir. Et donc si devant il n'y a pas d'espoir et que derrière c'est fermé à gauche, à droite, pas de possibilité, eh bien ils n'ont qu'une seule solution, c'est de se donner la mort. Et donc il est important qu'on se penche sérieusement sur cette question-là pour que l'année 2023 eh bien, ne voit plus ces suicides-là et que ces jeunes puissent trouver un nouvel espoir. Donc voilà quelques doléances que je voulais adresser à notre cher président. Et donc au-delà de ces doléances, je dirais que cette fin d'année et même ce début d'année, il y a eu beaucoup d'événements qui ont jalonné le monde et surtout l'Afrique. Mais je ne vais pas m'étaler sur ces événements. Je vais tout simplement considérer que l'investiture de notre camarade constitue un événement majeur. Mais aussi, je vais mettre un accent particulier sur la demande du Burkina Faso de faire partir l'armée française du Burkina. Ça a été un événement majeur et j'aimerais le souligner. Mais en réponse, le président Macron a demandé que le Burkina clarifie sa position. Bon, peut-être qu'il faut qu'on invente un nouveau logiciel pour traduire le français en français. C'est-à-dire le français parlé en Afrique n'est plus tellement compris par les Français de France. Et donc il a demandé une clarification. Eh bien, je crois que cette clarification, il est important qu'on puisse donner pour qu'on puisse comprendre pourquoi aujourd'hui les Africains, et surtout la jeunesse africaine, est déterminée à se battre pour sa souveraineté. Et donc j'aimerais rappeler que l'Afrique a connu beaucoup de soubresauts, je dirais même depuis le XVIe siècle. Et donc voilà un continent qui a donné naissance au premier homme sur la planète Terre. Mais si l'homme est né en Afrique, c'est tout simplement parce que l'Afrique possède toutes les matières premières nécessaires pour fabriquer l'homme. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc si l'Afrique ne possédait pas toutes les matières premières nécessaires pour fabriquer l'homme, l'homme ne serait pas né en Afrique. Mais en même temps, cette richesse-là ne s'est pas arrêtée à la naissance de l'homme. Les premiers outils qui ont permis à l'homme de résister dans un environnement aussi difficile ont été forgés en Afrique. Et la première civilisation que le monde entier a connue, qui est la civilisation égyptienne, a été l'œuvre des Africains. Et cette civilisation-là ne s'est pas arrêtée uniquement en Égypte. On a vu la création de plusieurs empires, dont l'empire du Mali, et Kanka Moussa, qui a été l'homme le plus riche, jamais inégalé sur la planète Terre, et qui, parfois, s'est illustré à travers le monde entier par sa richesse, eh bien, est de l'empire du Mali, et donc est bien de l'Afrique.
Et donc, toutes ces civilisations-là, eh bien, qui ont été développées par les Africains sans apport extérieur, sans assistance technique, par leur propre génie créateur, ils ont pu développer des civilisations qui ont donné naissance à d'autres civilisations au-delà du continent africain. Et c'est ce peuple-là qui, à partir de 1494 par là, eh bien, un décret a été pris par la justice d'alors, qui était évidemment sous l'emprise des églises catholiques, pour décréter qu'ils étaient bons pour être soumis à l'esclavage. Mais cette décision n'a pas eu l'effet de mettre uniquement cette population, ce peuple, en esclavage, mais d'effacer son passé, d'effacer son histoire et de le présenter aux yeux du monde comme un peuple sans histoire, un peuple qui n'a jamais rien prouvé de sa vie, un peuple qui n'a jamais créé des civilisations, un peuple qui a vécu comme des animaux en pleine forêt. Donc voilà un peu comment l'image de l'Africain créateur des civilisations est devenue l'image de l'Africain consommateur des civilisations en effaçant tout son passé. Et jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression, quand on parle de cette période, qu'il faut l'oublier. Non, il ne faut pas l'oublier. Parce que les clichés qui ont été développés à cette époque-là, c'est-à-dire la manière dont on a présenté l'Africain, eh bien ces clichés-là, malheureusement, compte tenu du fait que le monde entier n'a pas révisé ses cours d'histoire, eh bien ces clichés-là persistent et constituent la manière dont on aperçoit l'Africain à travers le prisme de cette histoire qui a été effacée et donc qui a été réécrite contre ce peuple-là. Donc on ne peut pas l'oublier tant que le monde entier n'a pas réhabilité ce peuple-là à travers sa nouvelle histoire. Heureusement, l'UNESCO a fait des recherches, a publié, et ça je le conseille à tout le monde, 8 volumes de 800 pages sur l'histoire générale de l'Afrique. C'est gratuit sur Internet, donc vous tapez Internet, l'histoire générale de l'Afrique, écrit par l'UNESCO. Eh bien, ça a permis de retracer toute l'histoire de l'Afrique, depuis l'époque des premières civilisations jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous finissez de lire, vous êtes fier de vous-même. Et vous êtes fier de ce que vous avez fait pour l'humanité. Et en même temps, ça vous dégage de l'histoire qui a été fabriquée, enseignée, et qui continue d'être enseignée contre nous-mêmes et notre peuple. Et donc, il est important de le souligner, parce que cette époque sombre-là, eh bien, ça s'est transformé, cette période d'esclavage, où je dirais même l'expertise africaine a été pompée pour aller servir de créateur de richesses dans les Amériques, eh bien cette période-là a été consécutive à une période beaucoup plus sombre, qui a été la période coloniale, puisqu'en 1885, comme vous le savez, tous les grands pays du monde se sont réunis pour partager l'Afrique et en faire des colonies. Eh bien, ces colonies-là ont été sujets à ce qu'on appelait le code de l'indigénat, ce qui les a transformés en forçats de l'humanité, puisque les travaux forcés ont été instaurés. Et ces travaux forcés-là ont contraint ces peuples-là à abandonner ce qu'ils savaient faire pour être au service d'une nouvelle économie, qui a été l'économie de plantation, l'économie coloniale. Et donc ces travaux forcés-là ont fait que non seulement notre artisanat a été abandonné, notre agriculture même a été abandonnée pour être des agriculteurs, pour produire des denrées dont les usines occidentales avaient besoin. Et donc de 1885 jusqu'en 60, il y a eu, jusqu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la période de la décolonisation. Et donc cette grande période-là, c'est ce qui aboutit en 60 à la décolonisation du continent. Mais comme vous le savez,
la décolonisation du continent a commencé en 60 et cette décolonisation-là a été proclamée sous le signe des indépendances. Mais attention, la proclamation de l'indépendance ne signifie pas qu'on a acquis l'indépendance. C'est le début de la conquête de l'indépendance. Donc nous avons eu droit à des présidents africains, en lieu et place des gouverneurs qui nous gouvernaient. Nous avons eu droit à la fin des travaux forcés, donc les plantations ont été cédées aux Africains. Nous avons donc eu droit à un traitement égal dans l'administration, et l'administration était ouverte maintenant à la communauté nationale. Et donc, ce processus-là, qui a commencé en 60, pour les pays francophones, en 61, il y a eu la signature des accords de coopération. Ces accords de coopération, il faut le comprendre, parce que c'est ce qui nous régit jusqu'aujourd'hui. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi tous les peuples des pays francophones aujourd'hui sont en mouvement pour revendiquer une seconde indépendance qu'on a bâtie, la conquête de la souveraineté. Ces accords de coopération étaient des accords militaires. Ces accords militaires faisaient que l'armée coloniale, c'est-à-dire l'armée qui a été utilisée pour imposer la colonisation, ne devait pas partir de l'Afrique, mais devait rester. Devait rester, et il n'y avait pas que ce volet. Puisqu'une armée qui n'est pas pour vous qui reste, il faut bien financer cette armée. Donc, en contrepartie d'une armée qui devait rester pour protéger les États nouvellement indépendants, eh bien, nos États avaient l'obligation, je dis bien l'obligation, d'acheter tout ce qu'ils voulaient importer en priorité à la France. Et avaient l'obligation aussi de vendre tout ce qu'ils devaient vendre en priorité à la France. Et nos ressources, c'est-à-dire tout ce qu'on avait dans le sous-sol, appartenait en priorité à la France. Donc voilà le contenu des accords de coopération qui ont été signés une année après les indépendances. Et donc ces accords-là nous obligeaient à rétrocéder notre indépendance militaire à la France, notre indépendance commerciale à la France, notre indépendance monétaire, puisqu'on était régi par des accords monétaires qui nous obligeaient à utiliser un franc qui était arrimé au franc français. Et donc ces accords-là, qui nous dessaisissaient de notre souveraineté militaire, monétaire, économique, diplomatique et aussi pédagogique. Eh bien, tous ces accords-là avaient été signés et garantis par l'armée française. Ce qui fait que les pays francophones sont restés sous la gouvernance des accords de coopération entre la France et les anciennes colonies. De l'autre côté, quand vous prenez les pays anglophones, eh bien, ces mêmes accords-là n'ont pas existé. Ces mêmes accords n'ont pas existé et ces pays ont commencé à apprendre à marcher par eux-mêmes. Ils sont tombés, ils se sont relevés, ils sont tombés, ils se sont relevés. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, ils ont pris leur destin en main et ils évoluent librement. Ils s'auto-déterminent. Ils déterminent leur programme, leur politique et ils mettent en œuvre. Alors que de l'autre côté, eh bien, nous sommes toujours sous l'emprise des accords de coopération militaire, monétaire et économique. Donc, quelles ont été les conséquences de ces accords-là? Eh bien, la première conséquence grave, c'était lorsqu'on avait proclamé le multipartisme. Eh bien, la proclamation du multipartisme en 1990, à la conférence de La Baule, eh bien, cette proclamation-là disait quoi?
eh bien, on accordera notre aide aux pays africains que si et seulement si ils accédaient au multipartisme et qu'ils mettaient en place les mécanismes pour aller vers la démocratie. On a tous applaudi, dans la mesure où c'était l'espoir que nourrissaient les Africains progressistes du monde entier. Et donc, on a applaudi, on s'est engagé dans un processus démocratique et on pensait effectivement que le peuple avait le droit d'élire librement son président. Naïvement peut-être, et c'est dans ce contexte que Laurent Gbagbo a été élu président de la République de Côte d'Ivoire en 2000 par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais sachez que le programme du président Laurent Gbagbo était un programme justement qui était orienté contre les accords de coopération qui avaient été signés entre la France et la Côte d'Ivoire depuis les années 1961. Donc la volonté du Front populaire ivoirien ayant porté Laurent Gbagbo au pouvoir, c'était de défaire l'ensemble de ces accords de coopération pour que la Côte d'Ivoire s'auto-détermine, pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante et véritablement souveraine. Sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan monétaire et sur le plan social. Et donc cette volonté de libérer la Côte d'Ivoire n'a pas eu l'assentiment de l'ancienne puissance coloniale. Mais en 2 ans, c'est-à-dire de 2000 à 2002, eh bien, pour une première fois, une grande première en Côte d'Ivoire, le gouvernement Laurent Gbagbo avait mis en place ce qu'il a appelé le budget sécurisé, c'est-à-dire vivre de nos recettes internes sans avoir besoin d'appui ni d'aide extérieure. Et c'est ce budget souverain qui avait été mis en place pour gérer la Côte d'Ivoire alors que personne ne donnait même quelques mois au pouvoir avec cette stratégie de gouvernance-là. Eh bien, on a tenu. Et non seulement on a assaini l'économie et les finances du pays, mais on était prêt à négocier la réduction de la dette qui frappait la Côte d'Ivoire. Et donc, 2 ans après, la Côte d'Ivoire a été attaquée. La Côte d'Ivoire a été attaquée par des rebelles qui ont été formés au Burkina Faso, c'est-à-dire pays voisin de la Côte d'Ivoire, entraînés, financés par le réseau France-Africain. Et c'est ces rebelles-là qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Et lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, le gouvernement a fait appel à la France selon les accords de coopération militaires qui ont été signés en 1961 pour que la Côte d'Ivoire organise sa défense contre cette attaque de rebelles. La réponse de la France a été sans appel. C'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Et donc la France n'a rien à y voir régler vos problèmes entre vous. Le message a été compris. On va régler le problème entre nous. Donc de 2002 jusqu'en 2004, on a mis en place un mécanisme de négociation avec les rebelles, ce qui aboutit à mettre en place un gouvernement où des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire étaient membres. Et donc, Laurent Gbagbo a été obligé de gouverner la Côte d'Ivoire avec des rebelles. Ceci a continué jusqu'en 2010. Mais entre-temps, en 2004, lorsque Laurent Gbagbo voulait mettre fin à cette rébellion en libérant le nord de la Côte d'Ivoire qui avait été occupé par les rebelles, eh bien, l'armée ivoirienne s'est mise en mouvement et, surprise des surprises, l'armée française aussi s'est mise en mouvement et détruit
tous les avions militaires de la Côte d'Ivoire, envoyé son armée sur Abidjan, et les jeunes qui manifestaient ont été fusillés à bout portant. Plus de 57 jeunes Ivoiriens ont été fusillés à bout portant par l'armée française. Et voilà comment est-ce que l'armée française s'est discréditée définitivement en Côte d'Ivoire par ce massacre des jeunes innocents qui manifestaient contre cette occupation de la Côte d'Ivoire. Et donc cet événement a marqué tellement les consciences que les Ivoiriens n'étaient plus à même de supporter la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Et en 2010, juste après les élections présidentielles, eh bien cette même armée, cette fois-ci à l'issue d'une crise électorale entre deux candidats, le président Ouattara et le président Gbagbo, eh bien ces deux candidats, chacun revendiquait la victoire. Laurent Gbagbo avait proposé qu'on recompte tout simplement les voix, puisque tous les instruments des élections étaient là. Il suffisait tout simplement qu'une commission indépendante se mette en place pour vérifier qui a gagné et qui a perdu les élections. La France a refusé cette voie et a demandé à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Et cette fois-ci, ce n'était plus une affaire ivoiro-ivoirienne, c'était devenu une affaire France-Côte d'Ivoire, alors que la France n'a rien à voir avec les élections en Côte d'Ivoire. Voilà comment l'armée française, qui en 2002 avait dit que comme c'était une affaire ivoiro-ivoirienne, elle ne devait pas intervenir, eh bien est intervenue en 2011 pour chasser, arrêter, emprisonner le président Laurent Gbagbo et installer le candidat de son choix. Donc vous voyez que le fait que l'armée française soit présente en Afrique, cela donne pouvoir à la France de faire et défaire le président. Et donc, l'Afrique francophone a enregistré des 60 jusqu'aujourd'hui, plus de 60 coups d'État organisés par les réseaux de la France-Afrique. Et au Burkina, il y a eu justement un certain Thomas Sankara qui avait pris le pouvoir en 1984 et qui avait été en 1983 plutôt, et qui 4 ans après, c'est-à-dire en 1987, a été assassiné par un commando invisible dont on connaît maintenant tous les visages et on sait exactement quelles sont les forces qui ont été mises en œuvre pour assassiner le président Thomas Sankara du Burkina Faso. De 1984 jusqu'à aujourd'hui, les Burkinabés se souviennent. Et donc, lorsque un nouveau capitaine arrive au pouvoir, à 34 ans, comme le camarade président Thomas Sankara a pris le pouvoir en 1983, il est bien évident que si le Burkina veut s'auto-déterminer, eh bien le Burkina a intérêt, ne serait-ce qu'au vu de l'expérience ivoirienne, pays très proche, au vu même de l'expérience rwandaise, si nous remontons un peu dans le temps, au vu de l'expérience de la Libye et de toutes ces expériences-là où l'armée française en première ligne a été utilisée comme un instrument de déstabilisation des États qui veulent s'affranchir de la France, eh bien, il est bien évident que le Burkina ne pouvait que demander, à l'instar du Mali, le départ de l'armée française. Donc, si M. Macron veut des clarifications, voilà les raisons profondes qui ont fait que, aujourd'hui, tous les jeunes d'Afrique, tous les progressistes africains ne veulent plus entendre parler de la présence de l'armée française en Afrique, parce que trop, c'est trop. Eh bien, si jusque-là les
français n'ont pas compris, je dirais les dirigeants français, parce qu'il y a beaucoup qui comprennent. Il y a beaucoup de camarades progressistes en France qui comprennent et qui sont avec nous, qui luttent avec nous. Mais si les dirigeants français n'ont pas encore compris, il faut qu'ils sachent que de même qu'on a eu l'indépendance en 60, eh bien le peuple est en mouvement pour la souveraineté totale et complète ces années à venir. Et donc, s'ils sont suffisamment sages, au lieu de chercher à avoir des éclaircissements, il ferait mieux d'anticiper pour qu'il y ait un nouvel ordre et de nouveaux rapports entre l'Afrique et la France, surtout l'Afrique francophone et la France, et d'une manière générale, un nouveau rapport entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est ce nouveau rapport-là que nous voulons. Et c'est ça que nous parlons de la bataille pour la souveraineté. Donc le PPACI a mis comme valeur cardinale, comme objectif stratégique dans ses textes fondamentaux, dans son manifeste, comme axe majeur, la bataille pour la souveraineté. Et donc il est important que tous les camarades ici présents, panafricanistes, progressistes, comprennent que la lutte pour la souveraineté est même la condition d'une démocratisation de nos États. Parce que je vous ai dit qu'en 2010, Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Mais comme la France ne voulait pas de Laurent Gbagbo à la tête du pouvoir, donc un président démocratiquement élu a été militairement vaincu. Ça veut dire quoi? Il ne peut avoir de véritable démocratie que dans un État véritablement souverain. C'est-à-dire un État débarrassé d'une armée étrangère sur son sol. Donc la lutte pour la démocratie est liée à la lutte pour la souveraineté militaire. Et cette liaison entre bataille pour la démocratie et conquête de la souveraineté doit être bien comprise. Donc si aujourd'hui vous voyez que malgré le multipartisme, les États africains sont obligés, pour avancer souvent, à recourir au coup de force et au coup d'État, qui pour nous était complètement dépassé et anachronique. Si aujourd'hui vous voyez que ces éléments-là reviennent, c'est parce que le multipartisme ne nous a pas permis d'accéder à la démocratie. Tout simplement parce que les expériences démocratiques que nous avons tentées ont été remises en cause par les rapports de coopération entre la France et ses anciennes colonies. Et donc la France voulait toujours, en lieu et place des peuples et des électeurs, choisir le président des pays francophones. Voilà la problématique que nous avons. Et la bataille pour la démocratie, la bataille pour la souveraineté sont les deux facettes de la même monnaie. L'autre facette de la même monnaie, c'est que vous constaterez que lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, eh bien la propagande des dirigeants français a été de diaboliser la Côte d'Ivoire et de l'isoler de tous ses voisins. Et donc même les adversaires les plus farouches du régime Laurent Gbagbo, c'était beaucoup plus tous les pays voisins qui avaient été instrumentalisés. Et on leur a fait comprendre que le régime Gbagbo était un régime xénophobe, un régime qui était contre les musulmans, un régime qui était contre l'immigration, un régime qui refusait une Côte d'Ivoire multi-ethnique, multi-religieuse, multi-raciale et multi-partisane. Et donc cette campagne de diabolisation a isolé complètement la Côte d'Ivoire, et c'est ces mêmes voisins-là qui ont été instrumentalisés contre la Côte d'Ivoire et mobilisés pour faire tomber ce régime. Nous disons, à partir d'aujourd'hui, plus jamais un pays voisin ne pourrait être utilisé contre un autre pays. Diviser pour régner, ça suffit. Et donc notre objectif, c'est de créer un vaste réseau africain pour qu'on puisse se parler entre nous,
Donc, décloisonner les partis politiques africains pour qu'une information qui arrive en Côte d'Ivoire soit partagée par tout le monde. Pour que la vision de chacun soit partagée par tout le monde et qu'on ne laisse pas d'autres interpréter nos actions politiques et que nous soyons les propres interprètes de nos actions politiques. Donc notre vision de créer un mouvement panafricaniste a pour seul objectif de faire bloc pour ne pas que la division s'installe entre nous et qu'on puisse parler d'un même discours, d'un même langage et qu'on ait une vision commune, c'est-à-dire être solidaire et aller résolument vers une intégration continentale pour ne pas qu'un pays africain soit utilisé contre un autre pays africain et que nous fassions bloc et que la division ne passe pas et que seule l'unité doit être notre credo et que seule la solidarité entre les pays africains, les partis progressistes africains doit être notre credo pour que nous puissions progressivement accéder à la pleine souveraineté et que nous soyons capables de construire l'unité africaine, c'est-à-dire le panafricanisme, donner un contenu au panafricanisme. L'autre exemple sur le plan monétaire, toujours, c'est que nous ne voulons plus des accords de coopération militaire entre la France, et les accords de coopération monétaire entre la France et la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que cette coopération-là, cet accord nous oblige à avoir uniquement des devises en euros ou au grand maximum en dollars tolérés. Vous voyez vous-même qu'aujourd'hui, que ce soit l'euro ou le dollar, eh bien, ce n'est pas tous les pays émergents qui acceptent désormais cette monnaie. Donc nous sommes obligés d'aller vers un panier de devises qui puisse nous permettre de coopérer aussi bien avec la Russie, aussi bien avec la Chine, aussi bien avec l'Inde et le Brésil, c'est-à-dire tous les pays émergents qui sont capables de nous apporter quelque chose pour qu'on puisse faire face aux problèmes de développement du continent. Et donc ces accords monétaires-là constituent un frein à la diversification de nos relations avec les pays émergents. Et donc nous devons mettre fin à ces accords de coopération pour que nous soyons maîtres de nos devises et que nous puissions coopérer avec qui on veut en fonction des intérêts du continent africain. Et ce n'est plus quelqu'un qui doit nous dire qui est votre ami, qui est votre ennemi. Nous-mêmes, nous connaissons nos amis, nous connaissons nos ennemis et nous coopérerons avec qui nous voulons. Et donc, cette indépendance monétaire-là est une nécessité. Mais en même temps, nous voulons aussi l'indépendance économique. L'indépendance économique que nous voulons, c'est de mettre fin justement à la contrepartie des accords de coopération militaire. C'est-à-dire que ces contrats, ces accords qui ont été signés, nous obligeaient à accorder les marchés publics en priorité à la France. Et quand la France ne veut pas, maintenant, on peut s'adresser à d'autres. Nous sommes obligés d'acheter en priorité français. Et quand il n'y en a pas, maintenant, on peut s'adresser à d'autres ou avec l'autorisation. La France, plusieurs d'entre les canaux de devises sont là. Et donc, nous voulons être libres non seulement de disposer de nos matières premières, parce que je vais vous donner un exemple. Lorsque nos paysans produisent le cacao, je vous rappelle qu'on est le premier producteur mondial de cacao. Donc, en réalité, un pays comme la Côte d'Ivoire, ne serait-ce qu'avec le cacao, est capable de s'autosuffire, aussi bien sur le plan économique que sur le plan financier. Mais non, lorsque nous finissons de produire le cacao ne nous appartient plus. Parce que ceux qui exportent le cacao ne sont pas les producteurs de cacao. Ceux qui exportent le cacao sont les entreprises étrangères qui ont en charge l'exportation et qui ont en charge la transformation du cacao. Et donc, comme ils ont en charge l'exportation et la transformation du cacao, eh bien, on n'a que la portion congrue. C'est-à-dire que
sur le cacao que nous produisons, si en bout de chaîne, ça vaut 100 francs, c'est-à-dire si le produit fini vaut 100 francs, eh bien nous n'avons que 10 francs, ou même souvent moins. Et les 90%, eh bien, ça nous échappe complètement. Et donc nous travaillons pour enrichir ceux qui sont entre les paysans et ceux qui transforment notre cacao. Ce qui fait que ce que nous tirons de la richesse que nous créons est tellement faible que nous restons toujours dans la pauvreté. Et cette forme d'économie coloniale, cette forme d'économie qui exproprie la richesse que nous créons des mains des citoyens, eh bien, nous voulons que cela cesse. Donc, nous voulons être maîtres de nos matières premières du début jusqu'à la fin. Même si on doit venir produire dans un autre pays, il faut que nous soyons actionnaires de ces produits. Et donc, pour nous, notre indépendance économique passe par la maîtrise de notre matière première, mais aussi la maîtrise de la transformation de ces matières premières-là en produits finis. Et c'est là notre objectif économique. Et si nous réussissons à passer de la matière première au produit fini, de notre propre matière première, alors nous sommes capables de vivre de nos propres richesses. Mais tant que nous n'arrachons pas cette liberté de gérer nous-mêmes nos matières premières et que nous continuons à rester dans une économie de type colonial où nous avons uniquement le devoir de produire des matières premières, jamais nous ne serons indépendants. Mais pour y arriver, c'est-à-dire pour passer d'une économie primaire à une économie industrialisée, il y a une seule condition. Il faut changer complètement le système de formation. Parce que le système de formation que nous avons est un système de formation hérité de l'école coloniale. C'est-à-dire qu'on nous donnait uniquement le savoir. On sait utiliser des fusils vendus par la France. On ne sait pas fabriquer le fusil qui nous est vendu. Parce que l'école ne nous a pas appris à fabriquer ces fusils. On sait utiliser le franc CFA qui est produit par la France, mais on ne sait pas fabriquer le franc CFA. Et on ne sait même pas où ça se fabrique. Et donc ça, je dirais que si demain nous voulons nous industrialiser, il faut qu'on soit capable de fabriquer. Et si nous voulons être économiquement indépendants, il faut que nous soyons capables de fabriquer des produits finis à partir de nos matières premières. Donc notre école doit passer d'une école du savoir à une école du savoir fabriqué. Et si nous devons aller vers l'industrialisation, eh bien, il y a une seule condition, c'est de changer complètement le système d'éducation dans nos pays. Mais, comme vous le savez, il ne peut pas avoir d'industrie sans recherche scientifique. Parce que c'est la recherche scientifique qui invente les produits et qui leur donne une dimension commerciale, une dimension économique et qui permet donc de fabriquer. Et donc, l'école ne doit pas être une école uniquement du savoir, c'est en même temps une école du savoir fabriqué, mais aussi une école du savoir innové. Donc, savoir, savoir-faire et innover constituent les trois éléments que nous devons apprendre à la jeunesse africaine. Et donc, pour le faire, il faut transformer complètement l'école. Et cette transformation de l'école-là, eh bien, ça constitue pour nous le vecteur du changement. Et c'est pour ça que la recherche scientifique constitue un élément important. Et c'est le lieu d'aborder le livre que j'ai écrit, « Sciences, techniques et développement en Afrique ». Eh bien, ce livre-là a deux objectifs clés. D'abord, de faire prendre conscience
puisque comme je vous ai indiqué, la colonisation a effacé notre histoire. Donc nous-mêmes, Africains, nous avons intégré l'histoire qui a été enseignée par le colonisateur et nous avions été convaincus que nous ne sommes même pas capables de fabriquer quelque chose. Et comme nous ne sommes pas capables de fabriquer quelque chose, eh bien, nous ne sommes pas capables de mettre en place une industrie de production. Et donc, le savoir scientifique et technique nous a été ôté. Ce livre a pour objectif de montrer que, d'abord l'écriture, parce qu'on nous a enseigné, on était tous à l'école, on nous a enseigné que l'écriture, les Africains ne connaissaient pas l'écriture. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ce livre démontre que l'écriture a été une invention d'abord en Afrique. Que nous ne connaissions pas les mathématiques. Eh bien, ce livre démontre comment est-ce que les mathématiques ont été utilisées en Égypte, au Mali, dans tous les grands empires africains, et que ces mathématiques-là étaient bien connues. Bien sûr, ce n'était pas dans les formules, dans l'écriture que nous connaissons, mais ils avaient une écriture dans laquelle ils exprimaient les équations, ils formulaient les équations, et ça permettait de résoudre les problèmes de leur temps. Et je vais vous donner un exemple que j'ai soulevé ici. C'est surtout tous ceux qui ont fait le collège connaissent ce théorème-là, qu'on appelle le théorème de Thalès. Alors, ce théorème-là, bon, évidemment, ce n'était pas le théorème de Thalès, Thalès ne connaissait pas ça du tout. Eh bien, c'était en Égypte où on construisait les pyramides. Eh bien, Thalès était parti en Égypte et son maître lui a demandé de mesurer la hauteur d'une pyramide. Il dit non, lui, il ne peut pas monter sur la pyramide pour mesurer la hauteur de la pyramide. Il lui a dit, bon, c'est très bien, comme vous ne pouvez pas monter sur la hauteur sur la pyramide, mesurez au moins ma hauteur. Donc évidemment, c'est simple, 1 mètre et quelques, c'est facile. Donc il mesure la hauteur du maître. Il dit bien, mesure la longueur de mon ombre, puisque quand le soleil brille, eh bien il y a l'ombre du maître qui est projeté au sol. Donc il mesure. Il dit quel est le rapport entre la longueur de mon ombre et ma hauteur. Il dit ah oui, vous faites 1m70, mais l'autre fait 65, donc c'est 2 fois moins. Ok. Mesure maintenant l'ombre de la pyramide. Donc il mesure l'ombre de la pyramide. Il dit déduit la hauteur de la pyramide. Donc évidemment, il multiplie par 2 et il a la hauteur de la pyramide. Il dit mais vous avez la réponse à votre question. Donc vous êtes capable de calculer la hauteur de la pyramide par la mesure de l'ombre de la pyramide. Et c'est ça le théorème de Thalès. Évidemment, quand il est parti, il a oublié de marquer le nom de son maître. Il a tout simplement marqué son nom et il a effacé le nom de son maître et il a dit c'est son théorème. Et on est venu nous enseigner ce que nous avons enseigné. Et si vous voyez toute l'histoire de la science, eh bien c'est rempli de telles anecdotes. Je vous demande tout simplement de lire ce livre et vous allez voir que, aussi bien l'écriture, le calendrier dit grégorien. Le calendrier dit grégorien. Mais c'est simple, le calendrier de 365 jours a été inventé en Égypte. Et ça a été inventé comment? Non pas parce qu'on s'est levé un matin et puis bon, on a dit bon, on va dire que l'année, ça fait 365 jours. C'était rythmé sur, je vais dire, la montée du Nil. Puisque vous savez que le Nil était vraiment l'élément de richesse de l'Égypte. Et donc, c'est à partir de la montée du Nil que les agriculteurs commencent à, je vais dire, produire, à récolter et puis à consommer. Donc, ils sèment, ils arrosent, ça grandit, ils récoltent, et puis c'est la fête à la fin. Et donc, depuis la montée du Nil
jusqu'à la récolte et jusqu'à la fête, ça faisait 365 jours. Évidemment, le jour, c'était la levée du soleil et le coucher du soleil. Et le mois, c'était la levée de la lune, le coucher de la lune. Donc voilà comment est-ce que les 365 jours ont été créés. Mais c'était exactement 360 jours, plus 5 jours de fête dédiés à tous les dieux égyptiens. Donc ça faisait un calendrier annuel de 365 jours. Voilà. Et évidemment, ces 365 jours-là, chaque année, se répétaient. Voilà comment le calendrier africain a été inventé. Et donc c'est ce calendrier-là qui, jusqu'à aujourd'hui, est utilisé partout. Donc vous voyez bien que les mathématiques, le calendrier, sans compter évidemment l'observation de l'espace, c'est-à-dire le mouvement parce que la levée du Nil correspondait à l'apparition d'une étoile spécifique qu'on appelle aujourd'hui l'étoile de Sirius. Et c'est cette étoile-là qui marquait, et chaque fois ça coïncidait, c'est l'apparition de cette étoile-là qui fait monter le niveau du Nil. Et ça, les anciens l'avaient observé. Et donc, ils avaient constaté que cette étoile-là était le signe que le Nil allait monter. Et donc, voilà comment l'astronomie a été introduite dans la connaissance des Africains. Donc, toutes ces connaissances passées, eh bien, je montre que ça a été une invention. Mais tout simplement pour faire prendre conscience aux Africains qu'ils n'étaient pas des hommes sans connaissances scientifiques et techniques, parce que c'est eux qui ont créé les premiers outils de science et de technique. Mais comme nous avons traversé une période tellement sombre et qu'on est allé dans des écoles où on nous a enseigné le contraire de ce qu'on a fait, il est bon que les Ivoiriens et les Africains en général retrouvent leur savoir. Parce que seule la connaissance libère. Si vous n'avez pas la connaissance de votre passé, eh bien, vous êtes esclave de votre passé. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail. Si toi-même tu t'en vas dire que ton CV, le CV que tu présentes, tu as été nul tout le temps, mais tu viens demander du travail, mais qui va t'embaucher? L'histoire d'un peuple, c'est son CV. Si vous avez un mauvais CV, eh bien vous serez mal regardé partout où vous êtes. Mais si vous avez un bon CV, eh bien vous serez bien regardé partout où vous êtes. Donc connaître son histoire, ce n'est pas un luxe. C'est tout simplement mettre du contenu, du beau contenu à un CV qui a été sali par le colonisateur. Et donc retrouver votre dignité en tant qu'être humain et en tant qu'acteur et créateur de l'histoire. Et c'est lorsque vous avez retrouvé cette mémoire, ce complexe d'infériorité que la plupart des Africains ont, ne peut être tué que par la connaissance de leur histoire. Et donc, pour décomplexer les Africains, il faut qu'ils connaissent leur histoire et qu'ils savent qu'ils sont capables de créer, qu'ils sont capables de sciences et de techniques. Et c'est lorsque ce complexe d'infériorité est vaincu que nous sommes capables de nous élever au niveau de la science et de la technique. Parce que si nous n'avons pas fait cet exercice-là, eh bien nous serons incapables de nous libérer. Et donc, seule, et je répète, seule la connaissance libère. Et le deuxième élément de libération, évidemment, c'est l'organisation de la science et de la technique en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, si un chercheur invente ou trouve une formule, ou invente quelque chose, tant que ce n'est pas validé par une académie ou une institution occidentale, ça n'a pas de valeur scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas organisée pour décider ce qui est scientifiquement bon ou ce qui n'est pas scientifiquement bon. Conclusion, on connaît ça en médecine traditionnelle.
même les produits efficaces, les plus efficaces dans notre patrimoine traditionnel, quelle que soit leur efficacité pharmaceutique, vous ne pouvez pas les retrouver dans les pharmacies. Tout simplement parce que ça n'a pas encore eu le statut de science. Parce que nous n'avons pas encore d'institutions capables de valider les recherches scientifiques que nous faisons en Afrique. Bon, il faudra attendre qu'il y ait un peu de calme parce qu'il y a beaucoup trop de remue-ménage. S'il vous plaît. Bien. Donc, je vais continuer. Sur le plan scientifique, nous sommes encore trop dépendants. Et le drame sur le plan scientifique, c'est que nous n'avons pas encore pris conscience de notre dépendance. C'est-à-dire, dès lors que nous parlons de souveraineté, eh bien, on pense que la souveraineté scientifique n'a pas de sens. Or, à la faveur de la crise du Covid-19, on s'est rendu compte de l'inventivité des Africains pour trouver des réponses au Covid-19. Il y a eu des inventions pratiquement dans le monde entier, y compris en Afrique, où on a fait beaucoup d'inventions. Mais comme vous le constatez, les Occidentaux ont validé les produits qu'ils voulaient par leur mécanisme de validation de la science et de la technique. Et comme nous n'avions pas de mécanisme de validation, eh bien, toutes les recherches qui ont été faites en Afrique ont été mises sous le statut de l'indigénat. Et donc, comme ça n'a pas le statut de science, eh bien, on ne peut pas les utiliser. Et comme ce n'est pas reconnu scientifiquement, eh bien, c'est resté hors d'usage et nous avons adopté les produits qui ont été inventés hors du continent. Et c'est ce qu'on a utilisé. Imaginez-vous la quantité d'argent que nous avons dépensé pour avoir accès à ces produits-là. Mais quand vous regardez les pays qui sont souverains scientifiquement, vous constaterez que l'Europe a mis au point ses vaccins. Vous constaterez que la Chine a mis au point ses vaccins. Vous constaterez que la Russie a mis au point ses vaccins, parce que ceux-là ont des mécanismes pour donner le statut de valeur scientifique aux découvertes qu'ils font dans leur pays. Et donc, tous les pays souverains scientifiquement et techniquement ont adopté leur vaccin. Et la guerre économique faisant, eh bien, chacun refusait le vaccin de l'autre pour protéger son économie, tout simplement. Donc, c'est pour dire que la science est un instrument aussi de souveraineté. La science est un instrument aussi de conquête économique. La science est aussi créatrice de richesse, puisque ces produits-là font l'objet d'industrialisation et de commercialisation. Donc, tant que nous n'avons pas développé une capacité de valider nos propres recherches scientifiques, eh bien, nous serons incapables de donner un statut scientifique à ce que nous inventons, et ça restera toujours dans le domaine de l'indigénat. Surtout si ça vient compétir l'économie de nos anciens colons, eh bien, soyez-en sûrs, ce n'est pas eux qui vont valider votre découverte scientifique. Au mieux, ils vont vous l'arracher et vous éliminer, effacer votre nom de l'histoire. Et c'est ce qui se passe. Parce que quand vous prenez un docteur qui fait une thèse, tant que vous n'avez pas publié un article dans une revue dite internationale, eh bien, votre thèse n'est pas encore
reconnu par vos propres autorités. Et donc, même pour votre promotion en tant que chercheur, vous n'avez pas la possibilité de faire valoir vos découvertes, tout simplement parce qu'une revue internationale n'a pas publié votre découverte. Donc voilà comment est-ce que nous découvrons et nous donnons aux autres ce que nous avons découvert, parce que quand tu publies, eh bien, tu fais savoir ce que tu as découvert, et si ça a une valeur économique, eh bien, soyez-en sûrs, on va effacer votre nom de l'histoire, et quelqu'un d'autre va rediffuser votre découverte sous une autre forme, avec un autre nom. Et vous perdez le droit que vous avez sur votre publication. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Puisque nous-mêmes, nos États, ne reconnaissent pas les publications scientifiques et techniques que nous faisons tant que ce n'est pas validé par une revue dite internationale. C'est pour cela que nous devons prendre conscience que si ce que nous découvrons va être accepté par nous-mêmes, il faut qu'on se donne les moyens de valider nos propres résultats de recherche. Parce que ce ne sont pas les découvertes qui manquent. Je vous rappelle que chaque année, la Côte d'Ivoire seule produit, je ne sais pas, des centaines de docteurs, c'est-à-dire des gens qui découvrent. Et donc, toutes ces découvertes-là n'ont pas un caractère, je vais dire, applicable, parce qu'on estime que, bon, parfois, vous n'avez pas publié dans une revue internationale, vous n'avez pas validé vos découvertes, et donc ils n'ont pas le statut de science. Et en médecine traditionnelle surtout, tous les efforts que nous faisons pour valoriser nos médicaments traditionnels, eh bien, soyez-en sûrs, ça ne sera jamais vendu dans nos pharmacies, tant que nous ne nous donnons pas les moyens de valider. Or, de même que dans un pays, pour valider une loi, il y a une assemblée, eh bien, dans n'importe quel pays, pour valider une connaissance scientifique, il y a une institution appropriée. En Europe, on les appelle des académies, académie des sciences médicales, académie de langue, académie de ceci. Toutes les académies ont pour objectif de mettre en place des unités devant lesquelles vous venez exposer votre découverte. Et c'est ces sachants-là qui valident et qui donnent le statut de science lorsque on s'assure que vous avez suivi toute la procédure pour qu'on l'appelle connaissance scientifique. Nous, on n'a pas ça en Afrique. Donc, le premier instrument d'émancipation et de souveraineté scientifique, c'est la mise en place des académies. Mais attention, il y a plusieurs types d'académies. En Côte d'Ivoire, on avait mis en place une académie qui était complètement dévoyée. Et donc, parce qu'il y a des académies qui sont là uniquement pour faire, je vais dire, la promotion des enseignants, chercheurs, et donc vous êtes admis à l'Académie des sciences, mais ce n'est pas là pour valider des connaissances scientifiques. C'est là pour reconnaître le mérite de tel ou tel enseignant. Mais, quand vous regardez les organisations des académies dans le monde, vous avez deux types. Vous avez le modèle français. Le modèle français, eh bien, ça a commencé par une académie des langues. C'est l'Académie des langues françaises. Et c'est cette académie-là qui a codifié la langue française. Et cette codification de la langue française a permis de mettre dans l'enseignement tout ce qui était considéré comme norme de la langue française. Après, nous avons eu des académies des sciences, des académies de médecine, des académies d'agronomie, etc., etc. Mais à côté de ça, eh bien, la France a mis en place ce qu'ils appellent le Centre national de recherche scientifique, CNRS. C'est eux qui maintenant validaient toutes les connaissances scientifiques et techniques et qui finançaient les programmes de recherche scientifique et technique, et donc qui permettaient à la France de se doter d'un patrimoine scientifique et technique validé par ces institutions. Et lorsque c'est validé par ces institutions, eh bien, ça a une force, c'est comme une loi
elle s'impose comme un produit scientifiquement reconnu. Mais si nous n'avons pas ces institutions-là, nous serons incapables de mettre sur le marché nos propres découvertes. Donc, nous devons, chaque pays africain doit se doter d'une institution, non seulement de validation, mais de promotion de la connaissance scientifique et technique. Et en même temps se doter de tous les instruments tels que le brevetage des inventions, parce que les deux vont de pair. Tant qu'un produit n'est pas breveté et accepté comme produit scientifique et technique, eh bien, ça ne peut pas faire l'objet d'un développement industriel qui soit financé par des bailleurs de fonds. Et c'est lorsque vous avez votre produit a été accepté que des financements peuvent être trouvés pour développer industriellement ces produits. Donc nous avons beaucoup d'institutions à mettre en place au niveau national pour la souveraineté scientifique et technique. Mais en même temps au niveau africain, parce qu'aujourd'hui, un seul pays ne peut pas s'occuper de tous les domaines de la science et de la technique. Nous devons coordonner la recherche scientifique au niveau africain pour qu'on ait des programmes africains capables de prendre en compte tous les aspects de la science et de la technique. Donc la Côte d'Ivoire peut s'occuper d'un domaine, un autre pays s'occupe d'un autre domaine, etc., etc. Et nous avons une planification et une coordination de la recherche scientifique, ce qui permettra non seulement de multiplier les découvertes, mais aussi de donner une dimension scientifique et technique à tout ce que nous découvrons sur le continent. Donc ce livre est là pour vous donner des pistes de réflexion et pour que chacun de nous soit conscient que si nous voulons avoir une souveraineté industrielle, nous sommes obligés de passer par une souveraineté scientifique et technique. Donc voilà un peu le contenu du bouquin que je voulais détailler. Donc, chers camarades, pour conclure, je dirais tout simplement que nous sommes arrivés à un stade où nous avons plusieurs conquêtes à faire. Et le PPACI a choisi 4 piliers essentiels dans son mouvement pour construire une Afrique souveraine. Le premier pilier, c'est la conquête de la démocratie. Je vous ai démontré tout de suite que cette conquête de la démocratie va de pair avec la conquête de la souveraineté militaire. Parce que tant que vous n'êtes pas militairement indépendant, eh bien soyez-en sûrs, celui qui assure votre sécurité est capable de vous enlever du pouvoir lorsque votre plan, votre programme, votre vision n'est pas conforme à sa propre vision. Donc il ne peut pas avoir de démocratie sans souveraineté militaire. Mais en même temps, la souveraineté ne peut être totale et complète dans tous les domaines. Que ce soit une souveraineté économique totale. Parce que si nous voulons être souverains, ça veut dire quoi? Que nous devons être capables de produire tout ce que nous importons sur le sol africain. Or, ce que nous importons, eh bien, aucun pays pris individuellement ne peut produire tout ce qu'il importe. Mais tous les pays africains unis, se répartissant les tâches, chacun peut produire une partie de ce que nous importons et échanger entre nous pour qu'on puisse produire sur le sol africain tout ce que nous importons. Et en même temps, donc, transformer sur le sol africain tout ce que nous pouvons exporter. Et donc, cet objectif-là, c'est ce que nous avons appelé le panafricanisme de développement. Et donc, notre objectif, c'est de construire un panafricanisme de développement. Et donc, si, dans les 10 années à venir, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, nous sommes capables de construire la démocratie, de construire la souveraineté et de construire le panafricanisme de développement, eh bien, le PPACI aura fait un grand pas sur le chemin du développement de notre continent. Donc, chers camarades, eh bien, nous avons
une démocratie à construire, nous avons une souveraineté à construire, nous avons un panafricanisme à construire. Nous devons donc avoir comme feuille de route ces 3 éléments clés-là. Et c'est en mettant en mouvement tous les Ivoiriens, en mettant en mouvement tous les Africains, en mettant en mouvement tous les progressistes du monde entier pour nous assister dans cette conquête-là, que nous serons capables d'atteindre nos objectifs. Donc, camarades, voilà l'exposé introductif que je voulais faire pour qu'on puisse se parler entre nous. Merci. S'il vous plaît, standing ovation. Je vous en prie, ovation.